On arrive au Pakistan. Donc, avant de parler de la suite, quand même, dire que donc on a traversé l'Iran. Donc, je ne me souviens plus, on est en 77 ou quelque chose comme ça. En 79, il va y avoir la révolution islamique. On traverse l'Afghanistan, où on est donc un certain temps en Afghanistan en 77-78. Et en 79, l'armée russe, donc, rentre en Afghanistan. Donc, en fait, on a traversé, après, cette route-là n'était plus possible. C'était plus possible de traverser tous ces pays-là. Je ne sais même pas aujourd'hui si c'est ouvert, si on peut, comme étranger, là, traverser ces frontières-là depuis la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan. Donc, on arrive, on est au Pakistan. J'ai peu de souvenirs du Pakistan. On a dû y rester quelques semaines. Mais oui, donc j'ai peu de souvenirs du Pakistan. Peshawar, on arrive à Peshawar. Et donc, on va en Inde, on arrive en Inde. Donc là, en Inde, l'arrivée en Inde, il y a quand même là, beaucoup de choses à dire. Donc, premièrement, je l'ai évoqué tantôt, la plupart des voyageurs occidentaux comme nous qui se rendaient en Inde, quelque part, ils partaient à la recherche d'eux. Hein? Donc, ils allaient rencontrer le yogi, ils allaient rencontrer l'illumination, ils allaient de la spiritualité. Donc, ils étaient habités par tout cet imaginaire de l'orientalisme. J'étais pas là. J'étais pas là. J'avais jamais lu sur l'Inde. J'avais aucune idée de ce qu'était l'Inde. J'étais, moi, au fur et à mesure, quand j'étais en Turquie, je découvrais les Turcs, la civilisation turque. Quand j'étais en Iran, c'était autre chose. Donc, mon état d'esprit, là, quand je suis arrivée en Inde, était différent. De toute façon, j'étais déjà toute remplie là, de la route là, que je venais de faire. Un autre aspect aussi très important, dès que je suis arrivée en Inde, dès que j'ai franchi la frontière, là, j'ai su que j'étais libre de voyager seule. J'ai su qu'il pouvait, dans mon esprit, il ne pouvait rien m'arriver. J'étais femme, j'étais occidentale, mais j'étais en Inde, puis eux, ils n'en avaient pas grand-chose à foutre. Et ça a été un relief. Ça a été un relief. Et l'Inde, un autre élément important, c'est que là, il y a du monde. Donc, c'est sûr que, on avait connu, bon, Istanbul, Téhéran, ou c'est des villes, il y a du monde, mais on avait surtout vécu dans les régions tribales, dans les régions rurales. Mais là, en Inde, peu importe où tu es, il y a du monde partout. Et donc, cette densité de population, je parlais tantôt de la corporéité, là, c'est une expérience en soi. Là, il faut vraiment s'ajuster à ça. Parce que si tu ne t'ajustes pas à ça, donc que tu te promènes dans le marché, que tu te promènes dans la rue, que tu prennes le train, il y a du monde partout, là. Et donc, surtout dans les endroits, dans les villes ou dans les trains, c'est comme, c'est comme ça, là. Et donc, il faut que tu apprennes à prendre ta place de manière très subtile, jouer des coudes de manière subtile, sans agressivité. C'est un art. C'est un art que tu vas apprendre, qu'il faut apprendre tranquillement, parce que sinon, soit la foule t'écrase, soit tu joues des coudes comme ça, puis tu es agressif, puis les gens, oui, effectivement, tu fais un espace autour de toi, mais ils se disent, c'est quel énergumène, cette personne-là.
soit, donc, tu sais, il faut savoir, comme, tu sais, tu es à New Delhi, admettons, tu es dans la foule, tu sais que tu vas aller là, tu sais, à ton petit hôtel là, tu te laisses comme porter par la foule, puis à un moment donné, oups, tu sais, c'est ça, pour pouvoir, non, c'est très spécial. Mais tu sais, tout est amplifié, tout ce qui est humain est à puissance 100 en Inde. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, moi, ça m'a pas, faut dire que, tu sais, j'étais sur la route depuis longtemps, là. Donc, tu sais, j'étais prête à être surprise, à être, tu sais, j'étais prête à toutes les découvertes, là. Donc, tu sais, ça m'a pas effrayée. Mais, oui, j'ai bien vu qu'il y en a des voyageurs occidentaux qui arrivent en Inde et qui paniquaient, qui paniquaient, là. Donc, cette densité de population. Et donc, on va d'abord être... on va... oui, puis tout le long, là, tout le long du chemin aussi, tout le long de la route, OK, il faut dire que, donc, on buvait l'eau que tout le monde buvait. On mangeait, donc, dans les petits échoppes. Hein, on n'avait pas beaucoup d'argent. On s'habillait selon les pays, selon les latitudes, selon les climats, les saisons. On s'habillait toujours dans les marchés publics. Donc, tu sais, essayer d'avoir les couleurs du coin, les tissus du coin, puis mais quand même, tu sais, on n'a pas été malade. Bon, je n'ai pas souvenir. Warwick, mon compagnon, il va l'être beaucoup plus un peu plus tard, là, mais pour le moment, on est en bonne santé quand on arrive en Inde. Et on va d'abord aller à Amritsar, donc qui est dans le Punjab, qui est donc au nord-ouest de l'Inde. Amritsar, c'est une ville sikh, ok? C'est la capitale du monde sikh. Et c'est aussi là où est le Golden Temple, le Temple d'or, qui est le lieu par excellence, le lieu de culte des Sikhs. Et le Golden Temple, qui est en soi un endroit magnifique, absolument extraordinaire, OK, sur le plan de l'architecture, est aussi un lieu, a une mission caritative. Donc, le Golden Temple nourrit plusieurs milliers de personnes par jour et héberge plusieurs centaines de personnes par jour. Et là aussi, un autre élément spécifique à l'Inde, où moi, donc, qui m'a beaucoup parlé, c'est toute cette question de la pluralité, hein, de la diversité. Le fait qu'il y en a 1001 Indes, même si c'est la plus grande démocratie du monde, mais c'est quand même 1001 Indes, mais la pluralité. Bon, aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a des petites frictions, mais à l'époque, quand même, c'était raisonnable, là, mais cette coexistence de la pluralité religieuse. Donc, Amritsar, le Temple d'or, et quand je dis qu'il servait plusieurs milliers de repas par jour, 365 jours par année, autant à des Sikhs qu'à des bouddhistes tibétains, qu'à des hindous, des musulmans, des chrétiens, peu importe, c'était ouvert à tous. Et en plus, tu sais, le Punjab, Amritsar, on n'est pas loin de la frontière avec le Pakistan, là. Et donc, tu sais, la partition, puis le déplacement de population, puis les massacres, tu sais, cet épisode terrible là, de 1947, c'est sûr, encore dans les mémoires, elle sera toujours là, OK? Mais là, il y a comme encore là, une période donc, de paix relative. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de tension, je ne suis pas restée assez longtemps pour voir s'il y avait vraiment des tensions à l'époque. Il y en aura, donc dans les années 80, je vais y venir, là, mais à l'époque, donc moi, cet endroit-là, je le trouve absolument exceptionnel, là, dans cette mission caritative. Je vais rester là 2, 3 semaines au Temple d'or. Hein? Donc, loger avec les pèlerins, les gens de passage ou tout simplement les gens qui ont rien, dans ces vastes dortoirs là, où on pouvait étendre sa natte et dormir. Et les cuisines, mais imagine une cuisine qui nourrit plusieurs milliers de personnes par jour, 2 repas par jour. Donc, imagine les chaudrons pour faire le dal, tu sais, la soupe de lentilles, pour cuire le riz.
pour faire les chapatis, le pain sans levure, là, le pain indien. Donc, les fours, les feux, les plaques chauffantes et tout ce beau monde qui s'affaire pour faire cette nourriture-là. Et ils servent, un grand hall. Et donc, ils laissent les gens rentrer. On pouvait rentrer plusieurs centaines de personnes à la fois. Et puis, on est tous alignés à terre, en rangée, comme ça. Et là, quelqu'un passe et là, quelqu'un passe, il te donne ton bol, ton petit bol. Quelqu'un le suit avec la louche de dalle et un autre vient pour la chapati, ton repas de la journée. Et là, hop, on mange. Une fois que c'est fini, nous, on sort et c'est un autre groupe de plusieurs centaines de personnes qui rentrent. Et donc, c'est un feu roulant comme ça toute la journée. Et c'est tout gratuit, là. OK? Donc, c'est que les dons, là. C'est que les dons. Et le temple lui-même était un lieu de dévotion quand même très spécial. Là, OK? Et c'est au temple d'art, c'est là que j'ai été initiée à toute cette dimension multisensorielle des lieux de culte. Partout dans le monde, je dirais. Mais en Inde, c'est assez... Ils mettent beaucoup d'accent sur ça. Faut dire, bon, d'un culte catholique, c'est là aussi, mais bon, je n'avais pas nécessairement été touchée, ébranlée par les cultes catholiques. Mais là, j'avoue que les visites au Golden Temple, c'est bien parce que au Golden Temple ou dans les temples hindous, je pouvais circuler, je pouvais y aller comme je voulais. C'était pas le cas dans les mosquées. Dans les mosquées, je pouvais pas y aller circuler. Mais quelle beauté, les mosquées, tu sais. Quelle beauté architecturale et extraordinaire. Mais donc, le Golden Temple, c'est ça, c'est que ça commence très tôt le matin, les dévotions, et donc la musique qui joue toute la journée, les prières, ils te donnent une offrande de nourriture. Tu sais, c'était juste l'offrande, je dirais, t'amène au 7e ciel. Je ne sais pas avec quoi ils fabriquaient, mais c'était délicieux. Les encens, les fleurs, et donc toute cette atmosphère là, de dévotion. Puis le Golden Temple, il est construit sur un lac, donc tu sais, c'est un plan d'eau tout le tour, il est vraiment tout en or, là, il est tout plaqué or. Là. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc oui, j'ai appris, tu sais, j'ai été donc, éveillée à cette dimension multisensorielle tu sais, que l'expérience religieuse, finalement, c'est une expérience sensorielle. Tu sais. Et une autre chose à dire aussi, donc j'attendais rien de l'Inde, au contraire des autres voyageurs occidentaux. Quand je suis arrivée, j'attendais rien de l'Inde, mais j'ai tout de suite compris que j'avais beaucoup à apprendre de l'Inde. Et c'est là que je vais vraiment me laisser porter par ce que l'Inde avait à m'apprendre. Et donc, ben oui, donc le Golden Temple qui était, bon, à l'époque, comme je dis, un lieu là, vraiment de la pluralité sur le plan de des confessions religieuses et tout ça. Bon, ça ne va pas durer parce que, milieu des années 84, Indira Gandhi, qui était donc au pouvoir en Inde à ce moment-là, va donc ordonner à l'armée d'attaquer le Golden Temple. Et ça donne des frissons juste de penser là, qu'un lieu comme ça puisse être attaqué par l'armée parce que des indépendantistes sikhs avaient trouvé refuge au Golden Temple. Et donc l'armée indienne va l'attaquer et faire un massacre. Mais bon, ça a été son chant du cygne à Indira Gandhi. Après ça, elle s'est fait tuer elle-même par des sikhs là, quelques mois plus tard. Mais ça, je me rappelle quand j'avais appris cette nouvelle-là là, de l'assaut de l'armée indienne au Golden Temple. On se dit c'est le début de la fin. Là. Tu sais, ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer après ça? Donc, le Golden Temple. Oui, donc on va tranquillement découvrir l'Inde. On va rester quelque temps à Delhi, Agra. Bon, il fallait bien voir le Taj Mahal. Et là, on va rester quand même une semaine ou deux à Agra. C'était une ville très particulière. Et le Taj Mahal, en fait, on attendait la pleine lune. Parce que quelqu'un nous avait dit qu'il faut voir le Taj Mahal à la pleine lune. C'est tout en marbre. C'est tout en marbre.
C'est énorme, c'est tout en marbre. Imagine à la pleine lune, à la lumière de la pleine lune. Donc, oui, donc on a attendu la pleine lune. C'était vraiment magnifique. Et je me rappelle, on était là. Et encore là, donc aujourd'hui, bon, tourisme de masse et tout. Il y avait du tourisme à l'époque, mais là, nous, on y allait surtout là, le soir, la nuit, à la pleine lune. On était allés. Il n'y avait personne. Puis à l'époque, c'était pas gardé. Hein? Et on était tout seul sur l'esplanade du Taj Mahal. Et il y a un gardien qui est là, un vieil hindou, qui est là. Il est le gardien, lui. Il est tout seul de sa gang. Il n'est pas armé. Il est juste là. Il nous invite à l'intérieur du Taj Mahal. On est en pleine nuit, mais déjà, il est surpris de nous voir là, en fait. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, nous, on nous avait dit de venir à pleine lune, on vient à pleine lune. Et Warwick jouait de la flûte. Et le monsieur lui a permis de jouer de la flûte dans le Taj Mahal. Tout ça. Bon, écoute, en termes de sonorité, difficile de trouver mieux. Difficile de trouver mieux. Donc ça, et là, donc après Agra, on est monté dans le nord, on est allé au Népal parce qu'on nous avait dit que le meilleur mois pour la trek, c'était le mois de mars-avril, pour trekker, faire des treks au Népal. Donc on arrive à Katmandou. On ne va pas aller dans le Katmandou moderne, on va dans le vieux Katmandou. On n'a pas les moyens de payer, parce qu'il y a déjà quand même du tourisme, là, tu sais, c'est l'engouement pour le Népal, les treks, tout ça, c'est déjà là, tu as des équipes, des expéditions là, japonaises, allemandes, suisses, OK, sont toutes là. Donc, les Népalais, pas fous, ont déjà compris là, que, tu sais, il y a de l'argent à faire là, donc il y a tout un quartier d'hôtels et tout. Donc, on évite ça et on va dans le vieux Katmandou pour se prendre un petit hôtel pas cher. Et le vieux Katmandou, à l'époque, aucune idée de ce que c'est aujourd'hui. Le vieux Katmandou, à l'époque, c'est une ville médiévale, là. Mais médiévale, népalaise. Hein? Et donc, donc les rues c'est des rues en pierre. Toutes les façades des maisons sont magnifiques. C'est tout du bois sculpté. Il y a du cochon, ça. Donc, les cochons envahissent les rues, sont là partout. D'ailleurs, tous les matins, la rivière Bagmati, me semble, qui traverse donc Katmandou, le long de la rivière, très tôt avant le lever du soleil, ils cuisaient les cochons entiers sur le bord de la rivière. Puis c'était aussi le lieu des crémations. Okay. Très tôt le matin, les hindous, bouddhistes, hommes et femmes, donc envahissent les rues, vont dans les temples. Tu as comme un temple à quasiment à chaque 100 pieds, temple indien, temple hindou, temple bouddhiste. Bon. Il y en a plus ou moins gros, mais ils sont là partout. Des lieux de dévotion accessibles à tous. Donc, hommes et femmes y vont, font leur dévotion, font leur prière, vont se baigner en public. Il y a comment on appelle ça, là? Des fontaines publiques. Okay? Mais encore là, chaque fontaine est une œuvre d'art en soi, là, la plupart très ancienne, en pierre, avec, donc, qui figurait des démons, des héros mythologiques. Tout ça, c'était assez impressionnant, les fontaines. Donc, les hommes, les femmes se baignent, se lavent là, parce que dans les maisons, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité. Donc, c'est ça, Katmandou, ce vieux Katmandou, à l'époque, était quand même une ville assez extraordinaire. Donc, il faut quand même qu'on obtienne un permis pour trekker. Donc, on va au bureau où ils délivrent les permis et on décide, donc, ils nous montrent les différentes treks. Nous, on ne veut pas aller là, dans les pics, là, on ne veut pas aller dans les grands monts, là, dans les montagnes éternelles, pas là qu'on veut. Là. C'est prendre, donc, voyager ou faire des treks qui traversent des petits villages népalais. Et on choisit la piste Annapurna. Je vais y revenir tantôt. Et là, on nous dit à Katmandou, bien, pour l'Annapurna, on vous donne un permis de 2 semaines. OK? Eux calculent le temps que ça prend aux trekkers occidentaux à partir du point A, aller au point B, revenir. Donc, ça prend 2 semaines.
Nous, on sait qu'on a un autre rythme, donc on réussit à négocier un mois. Donc, on a un permis d'un mois, puis finalement, on va rester 2 mois dans les montagnes. Une chance. Ils n'ont pas demandé en cours de route de vérifier notre permis, mais une fois que tu es en haut, dans un petit village, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir, ils vont pas venir vérifier. Donc, on obtient le permis. Ils essaient, je me rappelle, on essaie de nous vendre aussi donc les services de porteurs et de guides. Non, mais non, merci. Tu sais, je porteur et guide. Mais pour eux, ça va de soi. Donc, déjà, ils nous regardent un peu de travers. Ils ne comprennent pas que des Occidentaux n'aient pas besoin de guides et de porteurs. Parce que dès qu'ils embarquent sur une piste, que ce soit pour aller donc escalader là, les grands monts, ou que ce soit tout simplement pour une trek, dans leur esprit, ils avaient compris là, que les Occidentaux apportaient avec eux tout ce dont ils avaient besoin là, en termes de nourriture et matériel de camping et tout. Là, okay? Donc, nécessairement, ils avaient besoin de porteurs. Bon, nous, non. On était toujours avec notre petit belchon. Et donc, on choisit, on fait la route. Donc, on prend l'autobus, on va à l'ouest de Katmandou, à peu près à 200 km, et on partait donc du lac Phewa, ou Phewa. Attends, il faut que je retrouve le nom de la place. Le nom de la place. Pokhara, c'est ça. On part de Pokhara, qui est sur le bord donc, du lac Phewa, et on va monter, on va faire le chemin jusqu'à Muktinath. Donc, à vol d'oiseau, je ne connais pas du tout là, la distance, je ne peux pas dire. Ou un autre lieu, pas loin de Muktinath, c'était Jomsun, qui était le lieu plus connu. Okay? Muktinath, tu vas y venir tantôt. Donc, c'était à l'époque, ça doit l'être encore, un lieu de pèlerinage très, très important pour à la fois les hindous, les bouddhistes, les tibétains, les bouddhistes tibétains. Et il avait ouvert juste l'année d'avant, une année avant, pour les trekkers occidentaux, pour les étrangers. Jusque-là, il le gardait donc uniquement accessible aux hindous, aux tibétains. Donc, on va partir, on va arriver à Pokhara, qui était le point de départ. Et à Pokhara, on rencontre un pèlerin hindou qui arrivait du sud de l'Inde, donc qui marchait depuis plusieurs mois. Et il nous dit, regardez, si vous faites la trek jusqu'à Muktinath, prenez l'habitude de vous baigner à chaque fois que vous rencontrez une rivière. Okay? Parce qu'au fur et à mesure que vous allez monter, votre corps va s'habituer à l'eau froide des rivières, mais vous allez quand même pouvoir vous laver, hein, garder un minimum d'hygiène. Parce que, donc, dans les villages, là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a rien, là, tu pars à pied. Et donc, ça a été un excellent conseil de se baigner régulièrement, donc, au fur et à mesure des rivières. Et l'autre aussi, conseil, donc, on avait, au contraire des autres trekkers, on n'avait surtout pas de bottes de marche. Quelqu'un nous avait dit, regarde, surtout pas les bottes de marche. Donc, on avait des bonnes sandales qui étaient faites en pneus recyclés, solides, tu ne peux pas plus solides. Je ne me souviens plus si on les avait achetées à Delhi ou à Katmandou. Okay? Mais, donc, et les miennes, donc je ne les ai plus, mais je sais qu'elles m'ont duré très longtemps. Donc, du pneu recyclé, ils fabriquaient des sandales, la semelle, puis les straps, là, c'était très solide. Et très souvent, on a fait la route tout simplement nu-pieds.